d'être présent ce soir. C'est la dernière conférence du cycle 2015. On recommence en 2016, le 21 janvier, avec M. Benvenuto, Alex Benvenuto, qui viendra nous parler de Smollett et de quelques autres récits de voyage des XVIIIe et XIXe siècles. Alors, au fil des conférences de ce cycle, on a abordé pas mal de sujets. On a parlé des nouvelles approches de la conservation du patrimoine. On a parlé de l'histoire de Nice. On a parlé des comparaisons avec d'autres Rivieras, en Angleterre, en Italie, avec M. Balducci, sur la Riviera pontique. Et la semaine dernière, on a abordé une géohistoire mondiale du tourisme. Ce soir, avec M. Alain Bottaro, qui est conservateur aux archives départementales des Alpes-Maritimes. M. Bottaro nous propose une enquête sur les modèles italiens des loisirs balnéaires. Et c'est leur utilisation à Nice, leur réutilisation à Nice. M. Bottaro est l'auteur pour les archives départementales d'un inventaire très important sur les sources de l'histoire du comté de Nice aux Archivio di Stato de Turin, à l'Archivio di Stato de Turin. Et il est aussi l'auteur de nombreux articles sur l'histoire du tourisme dans le département qui nous ont bien souvent éclairés pour le dossier de candidature. On leur remercie beaucoup. Et je vais lui laisser la parole pour cette fameuse enquête. Je vous remercie. Tout d'abord, je demande votre indulgence pour mon arrivée, on pourrait dire, sur les chapeaux de roue dû à un imprévu. Mais bon. Donc voilà, je suis présent parmi vous. Alors, oui, mon propos, c'est de livrer quelques pistes sur, en fait, un axe de recherche qui, d'après moi, n'a pas été suffisamment exploré. C'est la naissance de la villégiature maritime et les désirs de rivage dans la culture italienne, donc à son origine, et son influence à Nice, ces transferts culturels de certains sites de la péninsule à partir du XVIIIe siècle et leur influence donc sur le désir de rivage et la villégiature niçoise. Et on trouve, comme généralement dans cette histoire de la naissance du tourisme et du désir de rivage, on trouve bien sûr les Britanniques, les Anglais. Et les Anglais vont jouer aussi un rôle d'intermédiaire, de relais. Donc je me suis attaché à montrer quelques points sur ce relais des Anglais dans les transferts culturels, donc sur la villégiature maritime, en Italie, vers la future Riviera, vers Nice. Et cela de la deuxième partie du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle. Alors je m'intéresse à deux points. Tout d'abord, des programmes édilitaires tout à fait nouveaux au XVIIIe siècle en Italie. Ce sont les terrasses publiques en front de mer, les terrasses urbaines ouvertes au public, que l'on peut rencontrer en front de mer et, comme vous voyez l'image, que l'on peut aussi rencontrer à Nice, dans le site des Ponchettes. Et un deuxième grand point, donc plus particulièrement le rôle des Britanniques comme relais de transfert culturel à propos de la villégiature la villégiature maritime en Italie, avec deux points, les quartiers de villégiature résidentielle en bord de mer à Naples et les quartiers anglais de Nice et plus accessoirement de Cannes. Et deuxième point, la naissance des bains de mer à Nice. Et là, on va voir aussi le rôle des rivages italiens et des Anglais dans la naissance des bains de mer à Nice. Donc, la première grande partie, ces terrasses publiques italiennes, en fait, correspondent, on pourrait dire, c'est le versant maritime et italien d'un programme des Lumières, de l'urbanisme des Lumières, que l'on rencontre dans un certain nombre de villes en Europe, qui est la promenade urbaine, la promenade publique, la promenade urbaine. La promenade urbaine, qui est une volonté des souverains, mais aussi des corps de ville au XVIIIe siècle, fait partie de ces projets qui sont typiques de l'urbanisme, mais aussi de l'urbanité de la civilisation des Lumières.
cette promenade urbaine répond à deux aspirations. Tout d'abord, on décide, ce sont les circonstances de la diplomatie et aussi les transformations on pourrait dire géopolitiques, on décide de la suppression des enceintes, des remparts dans un certain nombre dans les grandes villes européennes. Donc c'est un phénomène que l'on rencontre à Paris, que l'on rencontre dans un certain nombre de pays, d'États, notamment aussi en Italie. Et cette suppression des enceintes urbaines qui enserrent le tissu médiéval va donner, on va les transformer soit en les démolissant, soit en les réaffectant à un usage civil, un usage public. Ce ne sont plus des lieux réservés aux militaires, mais ça va être des lieux ouverts au public. On va voir par public ne veut pas dire forcément des lieux démocratiques, mais en tout cas, c'est des lieux ouverts au public tel qu'on l'entendait dans la Société des Lumières. Cela correspond à un désir de ville ouverte, de ville urbaine au sens de la convivialité, mais aussi une deuxième préoccupation, c'est l'hygiénisme, c'est-à-dire faire pénétrer le végétal dans le tissu urbain, parce qu'on avait donc cette idée à ce moment-là que les maladies, la contagion, les miasmes pouvaient se répandre plus facilement avec un tissu, disons, urbain, serré, médiéval, avec des cloaques où il n'existait pas encore de tout à l'égout. Et donc l'idée, c'est d'ouvrir ce tissu, de l'éclaircir, on peut dire, en profitant de l'espace donné par libéré par les enceintes militaires, pour faire des promenades arborées. Les promenades arborées apportaient le végétal, apportaient la respiration à la ville, et aussi c'était des lieux de promenade, et la promenade était vue aussi, nous le verrons dans les programmes de santé, donc dans les prescriptions médicales de l'époque, la promenade était un exercice aussi physique. Donc vous voyez, il y a tout un propos hygiéniste aussi dans cette promenade urbaine. Et c'est aussi, donc ces lieux ont une fonction de reconnaissance sociale. Je disais, ce n'est pas parce qu'ils sont publics qu'ils sont démocratiques. C'est-à-dire que ce sont les élites, l'opinion éclairée, et il y a des règlements particuliers qui réservent l'accès de ces promenades urbaines, de ces promenades publiques, à un certain public, qui est essentiellement aristocratique, ce sont les élites urbaines. Un deuxième point, ça c'est la promenade publique, je dirais, de la civilisation des Lumières. On peut voir, c'est l'ouverture des Tuileries, par exemple, des terrasses du bord de l'eau, des jardins des Tuileries à Paris. C'est tout ce qui pourrait être Grand Boulevard aussi à Paris, donc bâti sur les anciennes enceintes. Et on verra la déclinaison aussi à Nice et dans d'autres villes comme Naples et surtout Palerme. Et la deuxième préoccupation, la deuxième aspiration, c'est le désir de rivage. Et la terrasse publique va être la rencontre entre cette préoccupation édilitaire de ville ouverte, avec des promenades urbaines arborées, et le désir de rivage. Et donc, on va imaginer des terrasses publiques en front de mer, et on va bénéficier évidemment sur ce front de mer, on va vouloir réaffecter ces remparts qui pouvaient exister dans certaines villes maritimes, notamment à Nice. D'où la naissance de ce nouveau programme, on pourrait dire, d'urbanisme que sont les terrasses publiques. Alors vous avez donc l'État en 1860, un lieu que l'on connaît bien, à Nice, les terrasses des Ponchettes. Alors bien sûr, elles ont fortement changé, mais on reconnaît la configuration, donc en 1860, de l'escalier oriental d'accès aux terrasses publiques qui étaient ouvertes à ce moment-là. Alors, ces terrasses des Ponchettes du quartier des Puncetta, c'est-à-dire les rochers pointus, Puncha pointu, c'était traditionnellement le quartier de la marine. Parce qu'il ne faut pas oublier que le port Olympia est un port artificiel qui a été creusé dans les années 1750. Auparavant, la vie maritime, la pêche et le commerce
en fait, se tenait dans l'anse des Ponchettes, devant la vieille ville. Et donc on en est là encore au moment de la création de ce programme, ou tout au moins, puisque ce programme va véritablement se concrétiser dans les années 1760-1770, on est, je dirais, au démarrage du Port Olympia et à au départ progressif vers l'Olympia du commerce maritime des Ponchettes, de la marine des Ponchettes vers l'Olympia. Mais il subsiste encore nous allons le voir, encore des activités mercantiles liées au commerce maritime dans le quartier des Ponchettes tout au long du XVIIIe siècle jusqu'à la fin. Quant aux pêcheurs, ils vont occuper les lieux encore jusque, au début du XXe siècle. Ces Ponchettes, donc on peut citer, si on brosse un rapide historique de cette construction, de ce programme, on peut citer 3 principales étapes. D'abord, en 1767, c'est l'image que vous avez, il s'agit d'un programme d'extension d'Arduzzi, qui est un ingénieur militaire de la Maison de Savoie, de 1667. Il s'agissait à ce moment-là, sur le domaine royal, puisque l'actuel palais des rois de Sardaigne, enfin l'ancien palais des rois de Sardaigne, l'actuel hôtel de la préfecture, palais ducal puis palais royal, faisait partie d'un domaine royal qui s'étendait jusque, disons, sur l'actuelle cour Saléa et jusqu'à la marine, les remparts, donc séparant ce domaine royal de la plage. Donc les remparts subsistaient encore au XVIIe siècle. Et donc, sur tout cet espace qui était normalement, qui ne dépendait pas de la ville, mais qui ressortissait au domaine royal, au domaine ducal à ce moment-là plutôt, eh bien le duc de Savoie décide on pourrait dire, de l'offrir à la municipalité pour permettre une extension de la ville vers la mer. D'où le fait que l'on confie à un ingénieur militaire qui avait normalement en charge la conservation du mur, des remparts, qui était ingénieur de la Maison de Savoie, donc, le soin d'imaginer un projet, vous voyez, assez régulier, de maisons et d'entrepôts, de locaux, qui permettait à la ville, qui était enserrée donc, dans son enceinte, de s'étendre vers la plage. On pourrait dire que ce sont les prémices donc, d'une organisation architecturale de cet espace qui est occupé qui va être occupé par les terrasses publiques. Mais pour l'instant, il n'est pas question d'imaginer des terrasses. Il s'agit de locaux affectés donc, à des usages, je crois que l'on avait pensé à un hôpital, et à des entrepôts liés au commerce, puisque, comme je vous le disais, c'était le lieu ici de la marine et du commerce maritime. Ensuite, deuxième étape qui va être fondamentale, c'est le projet de François Michaud, donc ingénieur de la Maison de Savoie. C'est lui qui préside en grande partie au creusement et à l'aménagement du port Olympia. Donc c'est un ingénieur d'origine savoyarde qui travaille avec son fils et qui a été appelé donc, dans les années 1740-1750 pour, disons, concevoir ce travail cyclopéen à ce moment-là de creusement du port artificiel dans l'anse Saint-Lambert et le quartier Olympia. Et ce même ingénieur, donc, on va lui confier, le soin d'imaginer donc, un espace, toujours pareil, avec des entrepôts, mais cette fois-ci à destination du public. C'est là la grande idée, parce que le siècle des Lumières donc, préside dorénavant, un siècle après le projet d'Arduzzi, préside donc à un nouvel esprit donc, en faveur de cet aménagement de la marine. Nous voyons ici, donc dans une vue, peut dater environ de 1780, une organisation schématique, on pourrait dire idéale des terrasses, où on va voir dans une autre vue se décrocher, vous voyez,
la terrasse telle qu'on l'a concevée, telle qu'elle a été construite au XVIIIe siècle. Vous voyez, c'est ce que je montre ici. On a comme encore le souvenir de l'organisation militaire de rempart. Voilà donc une copie du plan donc, de Michaud. Le projet de Michaud, c'est ce que l'on voit dans les premières terrasses. Donc ce sont les terrasses qui partent de la maison Hongrand. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la maison qui est à l'entrée du cours Saleya du côté de l'Opéra. Donc c'est la maison côté Ponchette, côté terrasse, de plusieurs étages. Donc c'est ce projet que nous voyons actuellement, donc de terrasse qui s'étend sur l'ensemble qui borde le cours Saleya. Donc c'est le projet réalisé de François Michaud de 1769. Donc l'initiative est due à des nobles, mais qui sont très liés au commerce, des familles que l'on tantôt sont nommées nobles, tantôt négociants. Donc c'est le fait de la famille Hongrand, donc qui cède ce sont les premiers à occuper la partie ouest des terrasses, et qui sont très intéressés à l'organisation, à la construction d'entrepôts liés à des activités maritimes. D'autres négociants, dans la partie orientale, donc côté rue des Ponchettes, à l'autre bout des terrasses, vont aussi être intéressés par financer l'aménagement d'entrepôts pour leurs activités. Alors pourquoi des entrepôts alors que le port Olympia existe? C'est qu'il fallait transporter des marchandises depuis le port Olympia jusqu'à la ville. Et on a des documents, des plans où on voit organiser un système de transbordement pour passer de l'Olympia devant le rocher de Robacapeu jusqu'à la marine, jusqu'aux Ponchettes. On transbordait les marchandises qui arrivaient dans le port Olympia, donc sur les navires de long cours ou les tartanes, étaient transbordées, donc on imagine sur des embarcations plus petites, vers la ville, pour éviter le roulage vers ce que va être la place Victor, actuelle place Garibaldi, pour arriver en ville. On ne passait pas par Pérolières. Donc nécessité aussi de maintenir des entrepôts dans ce secteur. Alors en 1769, Michaud imagine des entrepôts, une terrasse publique et un escalier avec un portique, un escalier monumental, donc au milieu de ce dispositif de terrasse. C'est ce que nous connaissons actuellement. Voilà la situation de ces terrasses. Il n'y en a qu'une seule à ce moment-là, jusque dans les années 1830, donc les anciennes terrasses que vous voyez, qui est le lieu à la mode de convivialité de la noblesse, de la bonne société niçoise, lieu public, mais comme je vous l'ai dit, pas forcément démocratique, donc réservé aux élites. Et là, on commence à partir des années 1760-1770, et le mouvement ira crescendo jusqu'à la Révolution française, jusqu'à 1792, avec l'entrée des Français à Nice. On voit se mêler à cette aristocratie, à cette élite locale, les premiers hivernants britanniques, qui viennent ici vivre, on pourrait dire, à la mode des aristocrates, disons, locaux, aussi pour profiter, préoccupation hygiéniste, profiter de la promenade et du climat, et admirer le paysage maritime. Alors on admire la mer en tant que telle, mais j'y reviendrai après. Ce que l'on apprécie aussi, c'est le travail des gens de mer. C'est un autre spectacle que se tenait ici, vous voyez, dans la marine. Vous voyez des maisons, des embarcations. Ici, que les pêcheurs déchargeaient les cargaisons, donc le matin, du poisson qui était pêché. Donc c'est tout un spectacle pittoresque qui participe à cet élan de désir de rivage qui a été bien démontré et décrit par l'historien Alain Corbin. Donc c'est une constante, on pourrait dire, dans l'histoire de la naissance du tourisme et de la villégiature au XVIIIe siècle. Eh bien, du haut de ces terrasses,
on pouvait admirer ce spectacle des gens de mer, le spectacle de l'élément naturel qui est la mer elle-même, mais on était en surplomb, c'est-à-dire qu'on ne se mélangeait pas au peuple et il y avait cette culture que l'on retrouve dans cette villégiature aristocratique, celle de l'entre-soi. Donc on est entre gens de bonne compagnie et vous voyez donc ces terrasses qui étaient le haut lieu de la villégiature et de la vie sociale niçoise jusqu'aux années, on pourrait dire 1840, 1850, où là il y a une montée en puissance, on pourrait dire dans la popularité de la promenade des Anglais. La promenade des Anglais va détrôner les terrasses des Ponchettes comme promenade de front de mer. Mais là, c'est une mentalité complètement, on pourrait dire, différente. Le modèle anglais de la promenade pier, que l'on peut rencontrer à Brighton, on pourrait dire, c'est le modèle de la promenade des Anglais, succède à un modèle italien de la terrasse, on pourrait dire architecturée, en surplomb, donc de terrasse urbaine en front de mer. En 1800, dans les années, j'ai pu dater, disons, environ, des années 1840, 1850, l'état ici, des terrasses, cette fois-ci, qui sont dédoublées, avec les nouvelles terrasses qui ont été construites ici en front de mer, où l'on voit tout un dispositif d'espace public avec des portiques qui sont dans le prolongement, on pourrait dire en parallèle de la terrasse, et non pas perpendiculairement. L'espace public pour nous, des Ponchettes, on n'a plus accès à la terrasse, il ne reste plus que les portiques qui sont perpendiculaires, qui permettent d'accéder du cours Saleya à la mer, mais il y avait des activités, des lieux publics parallèles, c'est-à-dire à l'intérieur des terrasses. C'était ici, on va le voir, la Chiappa, c'est-à-dire la poissonnerie. Et d'autres lieux ouverts, des portiques ici, qui vont servir de première caserne des pompiers, donc à Nice, jusqu'aux années, je ne peux pas dater l'ouverture de cette caserne, de cette affectation aux pompiers, mais en tout cas, elle subsiste jusque dans les années 1910-1920. Alors, je reviens simplement sur cette image. Pour bien comprendre la première promenade, elle se déroulait ici, donc le long, elle bordait le cours Saleya, et là, vous voyez ici un passage, on pourrait dire en baïonnette, ici, et le prolongement de ce que l'on connaît, la dernière partie de la terrasse qui va vers la colline du château, qui existait déjà. Donc vous avez une première terrasse qui allait jusqu'au fond, et ici, un passage qui continuait ici dans le prolongement, on pourrait dire, du rivage. Donc c'est un peu un tracé en baïonnette. Ce tracé en baïonnette, en fait, va être effacé par la construction d'une terrasse parallèle, donc à l'ancienne terrasse, ici, ce qu'on appelle les nouvelles terrasses. On pourrait dire qu'il y a trois fonctions. Si vous avez des points précis à montrer à l'écran. D'accord, bon, merci. On pourrait dénombrer trois fonctions dans cette terrasse publique. Il y a le lieu de convivialité, de villégiature, on pourrait dire ce sont les terrasses, la promenade donc publique. La fonction économique, c'est la poissonnerie que l'on voit encore ici, vous voyez, côté donc ici, ça c'est côté mer. Autre fonction économique, mais qui a déjà pratiquement disparu, c'est toute cette partie, on va le voir dans une image de 1860, ce sont les entrepôts. Les entrepôts ne sont plus liés, ils subsistent jusqu'à la fin du 19e siècle, mais pour l'artisanat et non plus pour le commerce maritime. Mais ils perdurent. Et là, on voit déjà cette fonction économique d'entrepôt ou d'atelier pour l'artisanat déjà se transformer en fonction résidentielle, avec les premières villas, donc sous les terrasses qui sont installées. Voilà la Chiappa, la poissonnerie, donc l'entrée principale entre les deux terrasses. Donc on comprend bien
qu'au XVIIIe siècle ou même au milieu, enfin dans la première partie du XIXe siècle, on pouvait apprécier cette arrivée des pêcheurs côté plage et le poisson et tout ce commerce qui se faisait dans la poissonnerie, alors qu'on était, disons, loin de la population, on pourrait dire du peuple, mais on pouvait voir tout ce va-et-vient qui était pittoresque. Alors, cette disposition ou ce désir de rivage et ce dispositif avec la poissonnerie va avoir aussi un retentissement pour les sciences naturelles à Nice, puisque c'est dans cet endroit que les grands naturalistes niçois, et notamment Risso, qui va écrire toute une étude sur les poissons de la mer de Nice, en fait, fréquentent ces lieux. C'est ici que les naturalistes viennent examiner, au moment où le poisson arrive, la pêche. C'est ici aussi que François Risso donc, demande à Vincent Fossat, son aquarelliste, de réaliser des planches aquarellées, on pourrait dire in vivo. Quand le poisson arrive, il faut savoir que certaines espèces changent rapidement de couleur une fois qu'elles sont sorties de l'eau. Et donc, d'où la nécessité à l'époque de saisir, faute d'avoir d'autres moyens de saisir l'image, il fallait immédiatement à l'aquarelle, immédiatement saisir les couleurs exactes. Et donc on venait ici, c'était un lieu à la fois économique et on pourrait dire scientifique, où il y avait une rencontre entre les gens de mer, les pêcheurs et les savants, les naturalistes. Donc vous voyez tout ce qu'a pu développer, on pourrait dire, l'importance de ces terrasses pour Nice. Vous voyez encore la persistance des pêcheurs dans l'endroit, puisque les terrasses servaient aussi à étendre les filets, à faire sécher les filets. Vous voyez aussi le dispositif, on va en parler, des cheminées, qui bordaient, en fait, servaient au départ pour les entrepôts et qui vont servir de cheminées pour les habitations, pour les résidences. Voilà cette rue qui est de nos jours assez délaissée, entre les deux terrasses, qui était un lieu vivant, un lieu vraiment, une artère commerçante, on pourrait dire. Elle était d'autant plus importante avant l'aménagement du quai du Midi. Quand la plage arrivait jusqu'aux terrasses, c'était l'artère, on pourrait dire, la plus proche de la mer, carrossable, la plus proche du rivage. Et de l'autre côté, donc la rue que nous connaissons bien, la rue des Ponchettes, avec les dernières, en 1860, encore les dernières activités économiques, avec un fabricant de meubles ici, qui a encore son enseigne. Il n'y avait pas encore c'était pas encore la fonction résidentielle. Les anciens entrepôts du commerce maritime du XVIIIe siècle étaient reconvertis dans l'artisanat. Vous voyez encore une image un peu plus précise peut-être de ces premières installations, on pourrait dire saisonnières même, parce qu'il y a un côté précaire avec ces balcons, ces abris, ou en tout cas servaient pour la résidence, pour la villégiature probablement de location, de meublé. Voilà donc une image actuelle. Là c'est un autre patrimoine, on voit que ces résidences qui étaient précaires à la fin du XVIIIe siècle deviennent des villas, bien sûr avec des contraintes techniques particulières, mais on voit des villas dans le style éclectique, donc de la Belle Époque, s'aménager. Alors, autre aussi évolution, c'est le passage, donc perpendiculaire, l'espace public perpendiculaire, de passage entre la ville et la plage. Nous voyons un portique qui est méconnaissable de nos jours, donc à la partie est du cours Saleya, tel qu'il était à l'origine. Et voilà, là on voit la transformation du portique pour la circulation routière. Donc on est à ce moment-là dans le tout automobile. Et il faut pouvoir pénétrer en voiture dans le Vieux-Nice. Alors ici,
Bon, c'est une copie assez pâle, en fait, des archives du Concilio d'Ornato qui sont conservées aux archives municipales. Il y a dans les arrêtés de voirie les projets, vous voyez, ce qui était soumis à l'administration municipale. Et là, vous voyez ce passage en baïonnette, je vous ai dit, du passage de l'ancienne à la nouvelle terrasse, que l'on peut reconnaître, avec des prescriptions très précises sur les balcons, sur les lampadaires aussi en applique, hein, que l'on pouvait rencontrer. Donc c'est le projet de 1829 des nouvelles terrasses. Là, autre élément des nouvelles terrasses, c'est l'introduction très précoce de l'architecture métallique, de la fonte, dès les années 1840. Donc, dans les archives du Concilio d'Ornato, on trouve les plans, hein, les modèles de cheminées de fonte. Donc, alors que les anciennes étaient équipées de cheminées de pierre, on a affaire encore... Enfin, il subsiste encore quelques modèles de ces cheminées de fonte actuellement, mais qui sont en voie de disparition, dès les années 1840, où le Concilio d'Ornato demande effectivement d'introduire cette nouvelle technique, ce nouveau matériau, la fonte, mais à la condition qu'elle garde, on pourrait dire, l'allure de colonne de chapiteau classique. Voilà. Donc c'est un, on pourrait dire, modus vivendi entre la tradition néoclassique du Concilio d'Ornato et la modernité. Autre élément, c'est une architecture, celle des Ponchettes, très fonctionnelle, avec peu d'éléments décoratifs. Mais on en trouve notamment ce souci de la décoration dans les volutes de pierre qui soutiennent chaque cheminée. Enfin, on trouve encore, dans les années 1980, on trouvait des balcons, les balcons même qui avaient été prescrits par le plan du Concilio d'Ornato de 1830. On les trouve encore. Alors, ces images, je voudrais lui rendre hommage, c'est l'occasion de rendre hommage à Georges Véran, qui est un ingénieur honoraire de la ville de Nice et qui, par sa passion pour le patrimoine, s'est livré, à titre personnel, à un inventaire, des campagnes photographiques dans les années 1970-1980 sur la ville de Nice et notamment sur le secteur de la ville ancienne. Et donc, il a, à ce moment-là où tout ce secteur était laissé dans l'indifférence, il faut bien le remarquer, lui a pensé à saisir ces éléments qui, pour lui, étaient en effet du patrimoine, d'où ces images. Alors, maintenant, j'ouvre plus largement à l'ensemble italien. Donc là, c'est le contexte niçois. Mais si on se projette dans la péninsule, eh bien, à la même époque, on voit des dispositifs du même ordre. Et notamment les Mura delle Cattive à Palerme. Là aussi, il y avait, on pourrait dire, des préoccupations du même ordre. Des remparts qui enserraient la ville en front de mer. Au XVIIIe siècle, il fallait les reconvertir. Et là aussi, on pourrait dire, programme édilitaire de la civilisation des Lumières, on veut en faire une promenade publique. On ne veut pas les démolir, mais on les transforme en promenade publique, avec les escaliers d'accès et la promenade ici, donc en front de mer, qui surplombe la marine, la plage, donc ici, le front de mer palermitain, la baie, ce qu'on appelle la Conca à Palerme. Et ici, on va le voir plus précisément ici, bordé de l'autre côté par les façades de palais aristocratiques. Alors, les cattives, c'est un mot à double sens en italien, ce ne sont pas les méchantes, mais dans ce sens-là, ce sont les captives, c'est-à-dire les épouses, les veuves prisonnières de leur deuil, de leur veuvage. Et en effet, les veuves de la bonne société ne voulaient pas être importunées et elles promenaient seules, on pourrait dire, en toute sécurité sur cette promenade. D'où ce nom de mur des captives. Voilà le côté front de mer.
Là, on a encore l'aspect militaire et uniquement le programme promenade urbaine, mais non pas de fonction économique. Hein. Donc, il n'y a pas de terrasse aménagée en sous-sol, enfin au rez-de-chaussée. Et voilà le dispositif donc, de la terrasse au XIXe siècle. On voit bien les similitudes, on pourrait dire les mêmes préoccupations que l'on pouvait rencontrer donc, à l'autre bout de l'Italie. Autre exemple du modèle italien, de la terrasse en front de mer, la Riviera de Chiaia, donc à la fin du XVIIIe siècle, c'est le quartier aristocratique, maritime aristocratique de Naples. Avec aussi, ici, des toitures en terrasse, où malheureusement, je n'ai pas pu faire de meilleures images, mais ce tableau de Lousière, qui est conservé au Getty Museum, en fait, laisse deviner en fait, des promeneurs sur les toits. On promène sur les toits ici, donc en front de mer. Et vous voyez ici ce qu'on appelle la Villa Reale. Voilà. Une promenade publique, Villa Royale, donc sous l'égide, le patronage royal du roi de Naples, on établit une promenade arborée en front de mer. Pour la promenade aristocratique, avec un règlement sévère, on pouvait louer à l'entrée une épée, symbole de la distinction aristocratique si l'on n'était pas noble et qu'on voulait entrer donc sur la promenade. Et à la fin du XVIIIe siècle, on établit ici une banquette de pierre le long de la mer. Donc sur toute la promenade, une banquette de pierre est construite pour que les spectateurs jouissent du spectacle du littoral. Enfin, dernier exemple, en plein XIXe siècle, on pourrait dire à l'image des ponchettes niçoises, on construit la promenade de marbre au milieu du port de Gênes. C'est une promenade, alors là on voit la fonction de villégiature, la promenade et la fonction économique avec là des entrepôts. Alors effectivement, comme on est lié à la fonction économique du grand port de Gênes, la totalité du rez-de-chaussée de la terrasse de la promenade est complètement occupée par les entrepôts du commerce maritime. Et donc vous voyez un même dispositif de terrasse qui permet là, sans ambiguïté, non pas de jouir du spectacle de la mer, mais de celui de l'activité portuaire. Donc le spectacle pittoresque de la mer et des ports. Alors j'aborderai maintenant un deuxième grand point, c'est celui de le rôle des Britanniques dans ce relais, on pourrait dire, le rôle de relais dans les transferts culturels de la péninsule italienne à Nice. Bien sûr, il est inutile de souligner que Nice est bien placé pour subir des influences italiennes, puisqu'il ne faut pas oublier que jusqu'en 1860, cela va de soi, Nice regardait vers l'Italie. L'Italie géographique, ce n'était pas encore l'Italie politique, mais Nice était un port qui participait à l'ensemble italien, puisque c'est un port de la Maison de Savoie. Alors, le rôle des Britanniques donc en Italie, dans cette villégiature, bien sûr, les Anglais, l'aristocratie anglaise, britannique, au XVIIIe siècle, fréquente l'Italie. On connaît l'histoire, l'histoire du Grand Tour. Les premiers touristes, c'est ce voyage, ce pèlerinage culturel, ce voyage initiatique dans l'éducation des aristocrates anglais, ce voyage que l'on faisait avec un précepteur en Italie, où on passait de 6 mois jusqu'à 3 ans, donc en pérégrination dans les sites de la culture antique. Donc on franchissait les cols alpins, où on arrivait en felouque par le golfe de Gênes et jusqu'à Gênes, et ensuite on se rendait à Venise, Florence, donc Rome, et on terminait par Naples. Donc ce pèlerinage culturel qu'on a appelé le Grand Tour, donc chez les Anglais, faisait que les Anglais avaient une familiarité avec l'Italie. Et cette familiarité les conduisait à fréquenter aussi la bonne société.
la bonne société que l'on pouvait rencontrer, donc leur alter ego italien. Et cette fréquentation des mœurs ou des modes de vie de la villégiature aristocratique italienne qui va avoir une influence chez les Anglais. C'est ce que je voudrais donner quelques pistes et quelques éléments. Donc je veux faire simplement une démonstration rapide. Vous voyez ici l'état en 1812 du quartier de la Croix de Marbre, à travers le premier cadastre, le cadastre napoléonien donc de 1812, où vous voyez la route de France, actuelle rue de France, ici, et la Croix de Marbre ici. C'est le premier... Pardon. Donc, vous voyez ici la rue de France jusqu'au carrefour de la Croix de Marbre. Les maisons qui étaient les premières maisons, c'était le quartier occupé par les Anglais en villégiature à partir des années 1870, qu'on a même surnommé New Borough, c'est-à-dire le nouveau faubourg, la nouvelle ville à l'anglaise, fréquentée par la très haute société britannique, puisqu'il y avait la famille royale qui venait en villégiature. Et vous voyez que les bâtiments, ces résidences, bordent la route de France. On ne regarde pas la mer à ce moment-là, on regarde la route, la rue à l'intérieur. Ici, voilà. En retrait, donc à l'arrière, la partie privée avec les jardins. Et enfin, on pourrait dire en toile de fond, la mer et la plage. Vous voyez, il y a une inversion par rapport à la fin du 19e siècle où on se reporte les façades principales sur la mer. C'est la logique de la promenade des Anglais. À ce moment-là, dans ces quartiers, dans la mentalité du XVIIIe siècle, c'est l'urbanité qui compte, c'est-à-dire l'artère ici, et la nature maritime et la nature végétale, en fait, servent de partie privée, d'agrément, donc à l'arrière. Voici un des derniers vestiges, mais il se trouve que c'est la première construction d'une résidence construite par les Anglais sur la Riviera. C'est la villa de Lady Penelope Rivers des années 1787, qui est l'actuelle villa Furtado-Hain, qui existe encore actuellement. Mais il se trouve que c'est la première villa construite par les Britanniques, les Anglais, de la villégiature. Voilà cette villa, ici, sur le plan de 1812. On voit le dispositif de la villa, donc la façade principale qui donne sur la route de France, le jardin à l'arrière, avec quelques édicules ici. Elle avait même, Lady Penelope Rivers, imaginé un observatoire, une sorte de belvédère, avec une lunette pour observer la mer. Donc un jardin et la mer. Vous voyez l'espace en fait du gravier, c'est-à-dire la véritable grève naturelle, le rivage qui était très large, donc de la plage à ce moment-là. Et voilà donc la résidence, la villa. On a une image du quartier anglais, alors là on pourrait dire là en plein 19e siècle, puisque le dispositif du quartier anglais aussi s'élabore, est aménagé à Cannes, mais bien des décennies plus tard, puisqu'il faut attendre l'arrivée de Lord Brougham à Cannes en 1834 pour que le premier anglais vienne en villégiature à Cannes. Mais on voit un peu, on pourrait dire, un dispositif analogue avec l'actuelle avenue du Docteur Picot, ici, à Cannes. On se rend bien compte du dispositif de ces quartiers anglais de villégiature avec donc les jardins, les résidences ici. Alors, elles ne donnent pas à Cannes directement sur la mer. Elles sont dans le parc. Vous voyez ici alignées, on pourrait dire, à une même distance, les villas des Anglais et en toile de fond, la mer. Et voilà ce que les Anglais rencontrent, l'aristocratie anglaise du Grand Tour rencontre à Naples. En Naples, vous avez un même dispositif, mais là, on est dans une villégiature saisonnière, mais à l'intérieur de la société napolitaine. Les aristocrates napolitains
donc quittent leur hôtel urbain pour la villégiature dans le quartier de Portici, donc au XVIIIe siècle, avec la route royale des Calabres, ici, et les villas, même dispositif, le long de l'artère, qui donnent leur façade principale sur la route, le jardin à l'arrière et la mer en toile de fond. On pourrait dire qu'il y a un désir commun entre cette aristocratie italienne qui développe la villégiature, pas uniquement à Naples, mais à Naples, c'est une villégiature, on pourrait dire, maritime. On connaît, il y a différentes villégiatures. À peu près, à Palerme, on connaît le même phénomène avec des quartiers de villégiature comme Mondello ou Baghère. Il y a des villas suburbaines qui entourent Palerme, mais pas directement proches de la mer comme à Naples. À Livourne aussi, la villégiature qui a été, qui a inspiré Goldoni avec sa trilogie. Donc il y a un phénomène, on pourrait dire, général dans la bonne société italienne de la villégiature. Mais à Naples, il y a un dispositif lié au désir de littoral. Vous voyez ici une vue de ce que pouvait être ce quartier, avec une villa ici. Ces terrasses, là, qui sont publiques, de passage ici, et une terrasse privée de la villa qui donne sur la mer. Alors vous voyez, ce dispositif, en fait, c'est pour moi la recherche d'une nature, on pourrait dire, méditerranéenne rêvée. C'est-à-dire qu'on cherche le pittoresque, on cherche aussi une nature méditerranéenne et le sublime, c'est-à-dire le spectacle de la mer. Et à Naples, évidemment, il y a le volcan aussi. C'est à ce moment-là, en plein XVIIIe siècle, que le volcanisme suscite un grand engouement par toute une école de peinture qui est illustrée par Voller, donc le peintre, et Lusière, et aussi les deux peintres qui se sont illustrés par des peintures pré-romantiques, on pourrait dire, des éruptions volcaniques. Parce qu'il y avait tout un public qui était intéressé par le déchaînement des éléments, ce qui déconcertait, ce qui faisait frissonner de plaisir ou d'effroi au spectacle de cette nature déchaînée. Ça peut être le spectacle de la tempête, de la mer, mais ça peut être aussi le spectacle du volcanisme. C'est-à-dire dans la baie de Naples et singulièrement à Portici, qui est l'endroit le plus resserré où le volcan rencontre la mer, c'est ici, malgré le danger, que les aristocrates napolitains placent leur résidence. C'est bien dans l'idée qu'il y a du pittoresque et du sublime dans lequel on peut se délecter et on va placer sa résidence. Eh bien, les Anglais, eux, à ce moment-là, disons, développent ce qui est aussi un des fleurons de leur culture, de leur civilisation, c'est le jardin paysager. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on n'hésite pas à réaménager la nature en vue de composer une nature, on pourrait dire, paysagère, pittoresque. Il y a une relecture de la nature, en quelque sorte. On transforme en créant, en terrassant, en aménageant des monticules, des collines, des tertres, des serpentines, c'est-à-dire des rivières artificielles. On veut recréer un paysage pittoresque, disons à l'image des compositions picturales, un paysage, on pourrait dire, édénique. Bien, quand on arrive en Méditerranée, il ne s'agit pas pour eux de bouleverser la nature, parce que la nature pittoresque et sublime leur est donnée. Mais c'est le choix de l'emplacement de la résidence qui fait le jardin, on pourrait dire, qui fait le paysage. On ne réaménage pas le paysage de façon artificielle par l'art du jardin, mais c'est dans le choix très étudié de l'emplacement de la résidence, là où on va loger ou éventuellement on va faire bâtir, que le jardin va nous être donné naturellement on pourrait dire, par le paysage naturel. Et donc il y a un choix précis, et je pense que c'est très intéressant de voir un peu ce dispositif montagne. Ici à Nice, ce sont les collines niçoises. À Cannes, c'est la colline de la Croix-des-Gardes. Une plaine littorale très étroite avec une route et la mer. Et les résidences qui se trouvent en bordure de l'artère et qui donnent sur la mer en paysage, avec la colline ou les montagnes à l'arrière-plan de l'autre côté. Alors, donc, ces Anglais
donc élaborent ces aménages où, oui, petit à petit, développent leur quartier avec un choix de lieux qui est particulièrement étudié, qui, à mon avis, n'est pas dû au simple hasard du meublé ou de la villa, de la maison de campagne que l'on pouvait trouver. Dernier point, des relais donc britanniques dans le transfert culturel, c'est la naissance des bains de mer à Nice. Alors là, on connaît bien ce qu'a voulu décrire Alain Corbin dans la naissance des bains de mer, c'est la dualité, le couple entre thermalisme et bains de mer. Le thermalisme de Bath en Angleterre, donc c'est un premier démarrage des bains, hein, de la thérapie à partir de l'immersion, hein, des bains thermaux, des spas. Les médecins ensuite du néo-hippocratisme qui se fondent sur la géographie, on pourrait dire la géographie médicale des climats, parce que les climats sont très importants aussi dans cette histoire. On choisit un lieu, un microclimat particulier, et on va s'installer pour les bains de mer. Des spas de l'intérieur, on va s'installer donc dans ces villégiatures maritimes pour les bains de mer. On connaît bien le phénomène donc de Bath en Angleterre à Brighton. Et est-ce que le même mécanisme se développe pour Nice ? Eh bien, c'est assez difficile, a priori, d'imaginer, sauf si on veut absolument se persuader que Berthemont a quelques rapports avec les bains de mer niçois, mais la démonstration est quand même assez difficile à tenir. Mais par bonheur, il y a des documents qui nous donnent quelques pistes de ce côté-là. Ce sont notamment des archives privées, et notamment les archives de la famille Baretti, où on trouve en fait un prospectus donc, qui vante les réaménagements de l'hôtel de la pension anglaise, qui était le premier hôtel fréquenté, un des premiers hôtels fréquentés par les Anglais, qui se trouvait vers le jardin public, c'est-à-dire l'avenue de Verdun, hein, grosso modo, hein, actuelle, dès les années 1819. L'hôtel se transforme dans ce que vous voyez, cette façade, qui est l'actuel Parc Hôtel. Je ne sais pas si vous voyez, où il y a le Scotch Tea à Nice. Donc c'est cette façade néoclassique qui a disparu, mais qui existait, qu'on voit encore sur certaines photos. Cette place du jardin public, qui a été évidemment amenuisée par l'artère routière, hein, devant, où il y a les stations de bus, où il y a un kiosque, devant le Méridien. C'était le premier jardin public de Nice. Et il y avait une ordonnance néoclassique avec des frontons sur les deux côtés de Avenue de Suède des jardins publics, qui s'est développé en quelque sorte à la manière d'un square anglais. Parce qu'on est dans le quartier des Anglais. Hein. Eh bien, les Anglais, pour les attirer, le patron, Ferdinand Garducci, propose un spa à l'intérieur de l'hôtel. Et il explique que le spa est tenu par le docteur Brandeis de Pesio. Eh bien, le thermalisme piémontais se développe dans le sud du Piémont, vers Cuneo, Demonte, et principalement dans les stations de Valdieri et de Chiusa di Pesio, de la chartreuse de Pesio. C'est une chartreuse qui a été désaffectée à la Révolution et qui a été rachetée en établissement pour ouvrir un établissement thermal au milieu du XIXe siècle. Et on voit toute une école, on pourrait dire néo-hippocratique, de médecins qui prônent les bains thermaux à Pesio et qui reçoit une clientèle britannique. Et ces médecins, il y a le docteur Brandeis qui va participer au projet de Garducci à l'hôtel de la pension anglaise, des bains de mer. Et il y a aussi le docteur Lefebvre qui vient de Pesio et qui est connu dans l'histoire des bains de mer à Nice pour la création dans le quartier de la Réserve des bains du docteur Lefebvre dans les années 1860-1870.
Donc, le docteur Lubanski aussi vient de Pesio. Il est passé par Pesio. Donc, il y a un thermalisme piémontais qui essaime, on pourrait dire, en thalassothérapie, on peut dire, même si le terme n'existait pas, à Nice. Il y a des passages, en quelque sorte, via la clientèle anglaise qui désire ces bains, donc entre le sud du Piémont, le thermalisme du Piémont et la Riviera, parce qu'il s'agissait évidemment du même royaume. Évidemment, il y avait une unité, une continuité territoriale politique. Alors, je terminerai aussi par un élément qui me semble très intéressant, c'est ce qui se passe en Toscane. C'est-à-dire que dans les années 1815 jusqu'aux années 1860, on voit se constituer une micro-société britannique des loisirs balnéaires dans la région de Florence, Pise, Livourne. Et donc, il y a une unité aussi des passages entre Nice et la Toscane dans cette, disons, dans cette ambiance, on pourrait dire, dans ce désir de la villégiature maritime. Et des bains aussi, des spas, le thermalisme se développe avec les Anglais à Bagni di Lucca, à Bagni di Pisa. Pise était considérée comme une station thermale, donc à la fin du XVIIIe siècle et jusque dans les années 1830. Livourne prend le relais avec le premier bain de mer qui ouvre dans les années 1785 et qui sont ouverts par un médecin qui est consul de la Maison de Savoie, donc un piémontais, qui ouvre des bains de mer à Livourne. Des bains de mer ouvrent aussi à Viareggio. Pauline Bonaparte, donc sous le Premier Empire, se fait construire donc dans le Grand-Duché de Lucca une villa maritime à Viareggio. C'est la première installation maritime, c'est la Villa Paolina de Pauline Bonaparte. Eh bien, Pauline Bonaparte a aussi habité la villa de Lady Penelope Rivers sous le Premier Empire. Il y a des fréquentations liées à la villégiature, on pourrait dire les embryons de la naissance de la villégiature maritime entre Nice et la Toscane. Un dernier élément très intéressant, c'est, je vous ai parlé de Garducci, donc qui ouvre l'hôtel de la pension anglaise. Eh bien, Garducci est toscan, donc de Florence. Il est toscan et anglais. Donc sa mère était anglaise. Donc il est né à Florence. Il a fréquenté les Anglais, il a vécu à Londres. Et donc d'après la tradition familiale, donc de la famille Baretti, c'est les lointains descendants de la famille Garducci, eh bien le souvenir s'est perpétué que Garducci avait épousé donc une niçoise, d'où l'arrivée de Garducci ici, qui connaît bien la clientèle anglaise. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Eh bien, il est toscan, il connaît les bains de mer qui se développent à Livourne, il connaît la clientèle anglaise, il a envie d'ouvrir, on pourrait dire, un hôtel avec un spa à l'intérieur, donc quand il arrive à Nice. Dernier élément, une personnalité niçoise ô combien fameuse dans la culture niçoise, c'est Rosalind de Ranchet. Mais Rosalind de Ranchet a eu toute une période de Toscane et florentine dans les années 1810-1815, où il travaille pour des maisons de commerce en Toscane. Et il a l'occasion, dans les années 1815, de fréquenter les Anglais. Dans son inventaire après décès, au moment du décès de Ranchet, on trouve, donc l'inventaire fait paraître un certain nombre d'ouvrages en anglais. C'était un anglophone, donc il connaissait bien la culture anglaise, il fréquentait les Anglais en Toscane, et on lui doit le premier guide niçois, écrit par un niçois, à destination des étrangers. C'est le guide de Ranchet, donc pour Nice. Alors vous voyez, ce rôle, on pourrait dire, ce sont des correspondances assez, je dirais, qu'il est intéressant et assez passionnant de suivre, de fil conducteur, de relais de ces Britanniques. Le modèle italien, donc, il faudrait rechercher, on pourrait dire, les fils conducteurs entre Nice et les modèles de la villégiature maritime italienne. Mais il y a aussi
a un rôle peut-être que l'on a sous-estimé. Enfin, une autre facette du rôle des Anglais, c'est pas ce qui se passe forcément entre Londres ou la côte ou le Kent et enfin Brighton et Nice, mais c'est aussi ce qui se joue à travers le grand tour des Britanniques, la fréquentation britannique en Italie, c'est ce passage de relais de modèles italiens via les Anglais à Nice. Voilà, je vous remercie. Oui, vous avez dit que l'accès aux terrasses des Ponchettes était public mais non démocratique. Vous avez dit aussi qu'en Italie, il fallait justement le port d'une épée pour pouvoir pénétrer. Qu'est-ce qui se passait à Nice? Il fallait une épée aussi. Et alors, les femmes et les enfants, comment ils étaient sélectionnés? Et qui sélectionnait? Il y avait des gardiens à l'entrée des escaliers? Alors, pour Nice, je ne peux pas l'affirmer. C'est ce qui se passe à Naples, où il y avait des gardes donc à l'entrée des terrasses de la Villa Royale. Voilà. Mais à Nice, le fait est attesté que c'était un lieu aristocratique et réservé aux aristocrates. Mais je pense qu'il y avait le poids social qui faisait que quelqu'un qui n'était pas de ce milieu-là ne pouvait pas de lui-même, en quelque sorte, la distinction sociale était intégrée et pas remise en cause par l'ensemble de la population. C'était une société d'ordre. Hein. Voilà, on aurait pu ça aujourd'hui. Voilà. D'autres questions, peut-être? Oui? Non? J'ai pas bien compris. Est-ce qu'il y avait des remparts dans toutes les villes dont vous avez parlé, les villes balnéaires dont vous avez parlé avec des promenades? Est-ce qu'à l'origine, elles étaient toutes avec des remparts? Et il y a qu'à Palerme qu'on les a gardées, puisque on voit l'architecture d'origine dans ce que vous avez montré. Alors, les remparts, le site, on pourrait dire le démarrage avec les remparts, on les rencontre à Nice et à Palerme, pour les exemples que je connais. Ça n'est pas le cas à Naples. À Naples, on a aménagé en fait on pourrait dire une plage, un espace, ce qu'on appelle les relais de mer. C'était un espace naturel qu'on a pu aménager. Voilà. Mais le modèle de la terrasse palermitaine, on voit bien, côté mer, on pourrait dire l'aspect vraiment, on pourrait dire encore militaire qu'on voit encore de nos jours de la terrasse. Mais c'était le même dispositif qu'il y avait, enfin à l'origine, ce mur fortifié, défensif, à Nice. Il ne faut pas sous-estimer le rôle défensif militaire de Nice, puisqu'évidemment, c'est sous les guerres de Louis XIV que le château de Nice a été rasé, mais c'était Nice étant la seule fenêtre maritime des États de la Maison de Savoie. Bien les Savoies ont toujours éprouvé la nécessité de rendre Nice imprenable. Et donc la ville haute, enfin le château était fortifié. Il y avait un dispositif jusqu'au Montalban, de Montboron, avec des forts. Mais il ne faut pas oublier que la ville basse ne devait pas être complètement, démunie. Et donc il y avait toute une enceinte. Et l'enceinte a été transformée, j'ai oublié effectivement de le dire, c'est que le projet de terrasse sur les remparts ne concerne pas uniquement, je me suis intéressé aux Ponchettes, à la promenade maritime, mais ce que l'on appelait la promenade des Bastions, c'était le même dispositif du rempart transformé en promenade publique, mais là populaire, côté Paillon, c'est-à-dire l'actuelle avenue Jean Jaurès, c'était la promenade des Bastions. Là, il reste même une rue des Bastions encore, près de la place Garibaldi. Mais là, on n'est plus en surplomb. Et donc, il y a l'activité urbaine, quotidienne et je pourrais dire populaire. Voilà, contrairement au côté aristocratique de la terrasse des Ponchettes. J'aurais une autre question. Il y a quelqu'un d'autre? Ah, vous pouvez y aller. Oui. Mon autre question, c'est à propos des Russes qui venaient à la même époque. Je veux dire,
est-ce qu'il y avait des liens entre la villégiature, je ne sais pas, que c'était la villégiature des Russes et des Anglais, ou c'était complètement disjoint Disons que... j'avoue que là, vous me prenez de court. Si les hivernants russes fréquentaient les hivernants anglais, ce que je pense, c'est que à ce moment-là, il y avait encore, puisque les Russes apparaissent dans les années 1850, hein, donc la villégiature russe, il reste encore dans la... Bon, c'est une villégiature aristocratique. Il reste encore fortement, la mentalité de la naissance, hein, était, je pense, plus prégnante encore à ce moment-là dans l'aristocratie européenne que la nationalité. Enfin, peut-être je peux m'avancer, mais je pense que c'était très fort, où ce que l'on voyait, les accointances, la famille, enfin la familiarité, disons, on pouvait encore trouver naturel entre aristocrates de se fréquenter indépendamment de la nationalité. Ah, effectivement, et puis Victoria, la grand-mère de l'Europe, évidemment, comme on l'a surnommée, avait des enfants sur les différents trônes européens. Donc la question de la nationalité était moins, les nationalismes n'avaient pas encore complètement dominé l'esprit de la villégiature, où si on devait se partager par nationalité, c'était quelque chose de pas encore totalement, c'était pas ce que l'on vivait à ce moment-là. Est-ce que cette influence était très intéressante, ou ces transferts culturels, on se demande où ça s'arrête. Et est-ce que, à votre connaissance, il y a eu en Angleterre même des influences italiennes dans les stations balnéaires britanniques, ou est-ce que, par exemple, la promenade, on retrouve à Brighton, est-ce que ça a une autre origine? A priori, je pense que oui, plutôt quelque chose de plus naturel, entre guillemets, moins construit, en bord de mer, en bord de plage, qu'on retrouve sans doute aussi aux Pays-Bas, en mer du Nord. Mais est-ce que, à votre connaissance, ces influences italiennes, à part Nice, on pourrait dire, c'est-à-dire que la grande différence dans le contexte italien, c'est qu'on a affaire à des villes maritimes anciennes, qu'il s'agit de réaménager donc en front de mer pour correspondre, on pourrait dire, à ce désir de littoral. Et donc, tandis que les Anglais, eux, imaginent, on pourrait dire de toutes pièces, des stations balnéaires. Et ce qu'ils imaginent, leur type de promenade n'est pas... Enfin, c'est une promenade qui peut être équestre. C'est la grande différence par rapport au modèle italien qui est pédestre. Puisque sur la promenade des Anglais, il s'agissait aussi de faire du cheval et de promener à cheval et en landau, en calèche, etc. Ça, c'est quand même un état d'esprit effectivement différent. Je pense que le modèle italien est plus lié à l'urbanité, on pourrait dire, des Lumières, aussi le goût de la conversation, aussi, parce qu'on peut imaginer à l'égal de l'esprit des salons, quand on se réunissait, on se rencontrait sur ces terrasses, c'était aussi pour l'art de la conversation qui occupe une grande place dans l'art de vivre de l'opinion éclairée du XVIIIe siècle, ce que permet la terrasse. On pourrait dire paradoxalement, ce qui pourrait s'apparenter à la promenade équestre des Anglais, c'est ce qui s'est développé au XVIIe siècle, mais là je fais un parallèle un peu audacieux, mais la naissance du cours Mirabeau à Aix, c'est un cours qui est destiné aux promenades des carrosses. C'est-à-dire que la bonne société fait sa promenade à cheval, hein, en carrosse. Alors il faut imaginer à Brighton, on faisait sa promenade peut-être à pied, mais avant tout à cheval ou en landau, en calèche, mais souvent c'était un peu le must qui perdurait, enfin dans la société britannique. Voilà, mais bon là. Mais à Nice, on peut dire finalement, en simplifiant un peu, qu'on a les deux modèles qui se rencontrent. Voilà, alors c'est ça qui est intéressant. Il y a un déplacement géographique du front de mer, du succès du front de mer, de la terrasse des Ponchettes, modèle italien, du XVIIIe siècle, donc jusqu'aux années, puisque le succès de la terrasse des Ponchettes, si on dédouble dans les années 1830 les terrasses des Ponchettes, c'est qu'elles n'étaient pas encore détrônées. Donc
pour que la promenade des Anglais, disons, ait son succès, il faut peut-être attendre, je ne dis pas le rattachement, mais la fin des années 1850. Puis après, il y a le modèle français, hein, des stations balnéaires françaises, avec l'omniprésence comment dire, le monument signal, on pourrait dire, du balnéaire, c'est le casino. Le casino, on l'implante au centre de la station balnéaire. Donc il y a un premier projet de casino sur les actuels jardins Albert Ier, qui n'est pas réalisé, un casino en front de mer, aussitôt après 1860, le rattachement. Et finalement, on va le reporter place Masséna. Donc, il y a cette volonté d'identifier Nice comme une station balnéaire et non plus une ville portuaire et provinciale italienne. Donc, on veut effacer un peu les prescriptions de la ville du Concilio d'Ornato pour en faire une ville française, en plaçant, disons, à l'instar des stations balnéaires françaises, le casino. Et on recentre la cité sur l'axe du Paillon, qui est le passage de la ville ancienne à la ville nouvelle. Et par la même occasion, on déporte la ville et le front de mer vers la promenade des Anglais. Donc là aussi, il y a la stratégie balnéaire française, on peut dire. L'alignement sur le modèle français avec les capitaux du Second Empire, hein, qui permettent aussi des réalisations. Ouais. Merci. Je voulais signaler, si ça intéresse des gens dans la salle, que tous les samedis à 10h, le Centre du patrimoine organise une visite justement sur le thème des terrasses italiennes, donc comme première promenade des Anglais, jusqu'à la fin de l'année. Merci. Moi, j'avais une petite question. Sur la fermeture des terrasses des Ponchettes, à quel moment, est-ce que vous savez à quel moment en fait elles ont été fermées au public? Parce que ce qui me frappe, c'est que même si elles ont été détrônées par la promenade vers 1850, vous l'avez dit tout à l'heure, pour autant j'imagine que pas mal de gens auraient aimé se prendre en photo sur ce site-là avec la vue que ça peut offrir, et on a très peu de traces photographiques des gens se promenant sur la terrasse des Ponchettes. Donc je m'imaginais que ça a été fermé assez vite en fait. Non, il faut attendre la fin des années 1950 pour qu'il y ait la fermeture. Donc on se promenait. Alors c'est vrai qu'il y a peu. Alors on peut s'interroger pourquoi peu de photos, hein, sur le. Je vais lancer un appel à photographie d'ailleurs. Ouais, si des gens ont des photos. Alors je dois dire qu'il y a eu en fait un lobbying assez actif auprès du maire Jean Médecin à ce moment-là, des copropriétaires des maisons des Ponchettes. Qui, eux, considéraient que c'était le toit de leur maison, hein, et pour la fermeture. Voilà. On voyait d'ailleurs sur une des photos... Comment? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et vous avez montré tout à l'heure une photo de 1920 où on voit les filets des pêcheurs séchés, oui, sur le toit, ce qui montre bien que j'imagine que cette partie-là n'était pas... À ce moment-là, on s'en accommodait, oui. Et on pensait que le domaine public était encore imprescriptible et inaliénable. Mais le souvenir s'en est perdu dans les années 50. D'autres questions? Comment? Peut-être? Non, c'est pas réglé. Bon, donc s'il n'y a plus de questions, on va vous remercier. Merci.